Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire de réincarnation. Ça va bien sûr choquer beaucoup de personnes parce que c'est supposé être démoniaque, c'est supposé ne pas exister et tout ça. Mais bon, soyez patients, on va avancer dans la découverte, n'est-ce pas? Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un petit Anglais qui... dès qu'il avait commencé à parler, il répétait toujours la même histoire à sa maman. Il parlait d'une autre maman qu'il adorait beaucoup, d'une autre famille, d'un papa qui avait été tué pendant qu'il traversait la route par accident de voiture. Il donnait un nombre de frères et de sœurs précis, il donnait leur nom et c'était toujours les mêmes malgré les pièges qu'on essaie de lui tendre. Il dit que non, tu m'as plutôt dit que l'autre s'appelait John, pas Mark. Il dit non, je t'ai dit que ça s'appelait Mark. Donc vous vous rendez compte, il parlait d'une maison sur la plage, il parlait d'une plage sur laquelle il jouait constamment, ils aimaient jouer. Il disait qu'il était mort parce qu'il était tombé dans un trou au niveau de la plage. Il parlait d'avions. Il disait qu'il voyait le bleu des avions, qu'il y avait apparemment un aéroport quelque part près de leur maison, de leur domicile. Et quand les avions descendaient pour atterrir, les avions descendaient tellement bas qu'ils étaient capables de voir les hublots des avions. Parfois, ils s'amusaient à essayer de les compter. Donc, il racontait des choses pas possibles. Et il parlait aussi de son chien qui avait une couleur noire-blanche. Et c'était tout le temps la même chose, la famille. Plus il grandissait, même les voisins déjà essayaient aussi de... Ils connaissaient l'histoire. Parfois, ils essayaient de lui tendre les pièges. Non, tu nous as dit que... Il dit non, je ne vous ai pas dit ça. La maman, au début, elle avait peur, mais du moment que ça restait seulement à la maison, au niveau du voisinage, et ça ne dérangeait personne. Tout son bavardage, là, c'était un enfant, le genre pile Duracell qui parlait non-stop. Mais le problème, c'est son petit frère. La maman venait d'accoucher d'un autre enfant, un petit garçon aussi. Et ça l'inquiétait l'impact que les histoires du grand frère allaient avoir sur le petit frère. Et voilà que le petit frère, déjà à ses 5 ans, ils allaient déjà le présenter au kindergarten. Donc, le fait que l'enfant est dans un milieu contrôlé, comme la maison, ça peut encore passer. Mais vous savez que dans les pays européens, il allait entrer au kindergarten. S'il se mettait à raconter ces histoires-là, ça allait pouvoir lui vouloir d'être enlevé, retiré à sa famille. On pouvait dire que peut-être qu'il est schizophrène, il est je ne sais pas quoi. On le met dans une institution de fou. On commence à lui injecter les médicaments et tous ces trucs-là. Donc la maman avait vraiment peur. Mais elle aussi, elle reconnaît que elle n'avait pas voulu s'approcher du milieu médical avec son enfant aussi à cause de la même peur. Tu y vas, on peut décider que non, madame, ton enfant, tu ne rentres pas à la maison avec lui. On va d'abord, on va faire des tests sur lui. Vous comprenez un peu. Donc, c'est l'arrivée du petit frère qui avait vraiment poussé la maman à agir. Elle s'approche alors du médecin de famille qui, heureusement, un homme très compréhensif, la voit vers un psychologue. Arrivée chez le psychologue, elle a eu la chance que ce psychologue, elle a travaillé aussi en partenariat avec un centre de recherche. Et la famille, ce centre de recherche-là, basait ses recherches sur quoi? C'est une nouvelle branche de la science qu'ils avaient été obligés d'ouvrir à cause des nombreux cas qui se présentaient. En fait, ce centre-là fait des études sur les phénomènes de vie après la vie. Ça veut dire les gens qui, dans le coma ou bien à l'hôpital, les trucs comme ça, disent avoir vécu d'autres vies dans un laps de temps ou avoir vu des choses qu'ils n'étaient pas supposés avoir vues. Et aussi des past life regression. Donc, les gens qui se souviennent d'une vie passée, parfois d'une ou de plusieurs autres vies,
passé et avec des preuves à l'appui, des preuves vérifiables et palpables. Alors, ce psychologue-là, alors, il en parle aux parents, il dit, si vous permettez, on va faire des recherches par rapport à ce qu'il dit. Il commence alors à faire les tests sur l'enfant. Raconte-nous exactement. Ils font aussi des petits pièges, mais l'enfant ne tombe pas dans les pièges. Finalement, alors, étant donné qu'ils ont le budget pour le centre de recherche, les différents centres de recherche auxquels ils étaient alliés, fait des recherches pour voir est-ce qu'on peut trouver la maison sur la plage, la famille là premièrement. Ils ne trouvent pas la famille. Ils se disent, OK, on va quand même continuer. Mais c'est après qu'un autre centre de recherche s'appelle et dit que non, en fait, vous cherchez le nom de famille de ce garçon-là dans cette zone où il y avait une plage. Parce que c'est en Angleterre, donc ça veut dire les bords de l'Écosse et tous ces trucs-là. Vous avez cherché, mais en fait, dans le registre dans lequel ils cherchaient, c'était seulement le nom de ceux qui étaient nés dans cette partie-là, qui avait été enregistré. Mais le nom des personnes qui venaient d'ailleurs et qui avaient une maison de vacances sur cette zone-là n'était pas enregistré. Dans ce centre de recherche, on retrouve la maison. Ils informent alors la famille, on leur paie le billet d'avion, direction, on va aller dans cette zone-là. Arrivé là-bas, la famille, la maman a eu peur. Pourquoi? Parce que son fils, l'enfant qui était batterie Duracell, qui courait dans tous les coins de la maison, qui est tout le temps zip, 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 zip là, subitement il est calme. Elle dit qu'elle ne va jamais oublier le jour où il a vu la maison sur la plage pour la première fois. Il regarde la maison et dit, maman, c'est ma maison. La maman dit qu'elle a failli mourir. L'enfant arrive, et les chercheurs, là, les médecins, tous ces trucs-là étaient là, ils l'observaient. On voit effectivement, c'était près de la plage. Il entre dans la maison. Quand on ouvre la porte, l'enfant regarde. Il était triste, il était complètement déconnecté. Il entre dans la maison, il regarde. Il dit non, ce n'était pas comme ça. Il y avait telle chose à tel endroit. Il y avait telle chose à tel endroit. Il y avait la cheminée, c'était plutôt par ici. Il commence à montrer certaines modifications qui effectivement, selon les chercheurs, la maison avait été modifiée. Ils avaient les anciennes photos. Donc, ils avaient juste voulu voir la réaction de l'enfant. Si l'enfant allait se rendre compte que la maison n'était pas la même. Il entre, il regarde, il court, il monte à l'étage, il entre dans une pièce, il dit, ici c'était ma chambre, voilà la chambre de mon frère tel, voilà la chambre de ma soeur tel, le gars. Et il dit, de la fenêtre, il va au niveau de la fenêtre de sa chambre, il regarde, il dit, voilà la plage. Il dit, si je voyais souvent la plage. Donc, la famille, le gars, il y a à part quelques différences, le fait que la maison avait été renouvelée, l'enfant, tout ce qu'il racontait était exact. Et en plus, même l'aéroport, parce que les avions qui justement étaient en train d'atterrir, on pouvait avoir à partir de la plage les hublots, les hublots de l'avion. Les gars, alors, des centres de recherche, entre-temps, ils avaient aussi trouvé la famille à qui appartenait la maison, parce que maintenant, la maison avait été louée à d'autres personnes. Ils vont maintenant vers la famille, ils trouvent une des sœurs, elle était déjà grande, hein, elle était presque grand-mère. Ils vont vers elle, on lui demande, est-ce que votre papa est mort par accident de voiture et tout ça? Elle dit, non, non, non. Est-ce que votre papa s'appelle tel? Non, non, non. On lui demande, ok, est-ce que vous avez un chien? Vous avez un chien quand vous étiez petit? Elle dit, oui, oui, on avait un chien, il s'appelait tel nom et il avait telle et telle couleur. Donc, la famille, en fait, c'est pour vous dire quoi? Qu'il y avait certains trucs que l'enfant avait dit qui ne coïncidaient pas, comme par exemple le nom du père ou bien le fait qu'il soit mort lors d'un accident, mais d'autres trucs qui coïncidaient étrangement. Et c'est alors aux chercheurs de dire qu'en fait, ils avaient découvert que chez certaines personnes, c'est un peu comme s'il y avait les souvenirs de plusieurs vies qui coïncidaient. Vous comprenez? Donc, en fait, ce n'était pas le père dans cette ville-là, ça peut être le père d'une autre vie qui était mort de cette façon-là. Donc, il y avait tellement de... C'est un sujet tellement passionnant, la famille, je vous assure. Donc, est-ce qu'on va dire que la réincarnation n'existe pas? Pourquoi est-ce que dans la Bible, je me suis toujours posé, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux qui posait des questions pas possibles. Pourquoi est-ce que dans la Bible, on demande au Messie s'il est la réincarnation d'Élie, il dit plutôt que non, voilà, c'est Jean qui est revenu. Donc, apparemment, c'est Jean qui est Élie revenu. Pourquoi il n'a pas dit que non, la réincarnation n'existe pas? Non, c'est un faux concept et tout ça. Non. Il a bien dit, non, c'est Élie qui est revenu. Et même quand on était allé, l'ange était allé dire au père de Jean qu'il allait
ton enfant va revenir et tout ça, et il viendra avec le pouvoir des lits et tout ça. Donc, réfléchissons souvent. Vous comprenez, non? Je crois que c'est dans Matthieu 11, 14, n'est-ce pas? Que Jésus dit que he is Elijah who is to come. Donc, il parlait comme ça de gens. Dans la famille, le monde est formidable, vivons seulement. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir à la communauté encore. C'est juste pour raconter une courte histoire en fait. C'est aussi pour dire que c'est pas toutes les personnes qu'on voit marcher en fait sur la terre qui sont humains en fait. D'accord? Moi j'ai vécu ce genre de choses, mais comme ça fait très longtemps, je peux pas me souvenir avec les détails. Par contre, mon frère, ça fait peut-être 2 ans qu'il a vécu ce genre de choses. Il me racontait qu'il allait courir et ça s'est passé 2 fois. Vu qu'on vivait près d'un cimetière, bon, la route qui venait dans notre zone passait par un mini cimetière en face, et en face il y avait une poubelle publique, genre les poubelles sont toujours publiques, mais c'était des bacs à ordures là, voilà. Et derrière il y avait un cimetière. Et du coup, lui, il partait courir comme le trajet était plus ou moins petit pour s'exercer. Il partait courir, voilà, pour augmenter un peu son cardio et revenir à la maison faire des pompes. Du coup, un soir, il était allé courir. Et il me dit que quand il part courir comme ça, il court, il remarque une dame. En fait, la dame n'a pas de visage. Et quand il s'arrête pour bien voir, il voit bien que la dame n'a pas de visage et la dame est passée. En fait, elle avait un voile. Il était dans les environs de 19-20 heures. Donc, elle avait un voile comme ça autour du visage, non, autour de la tête et qui allait vers le cou et qui descendait au dos. Et tout, elle marchait. Il y avait des gens qui étaient là. Mais lui, c'est comme s'il avait eu les yeux ouverts et il avait vu. Et la dame n'avait pas de visage. Il a dit que ça, c'est quoi? Il est passé. Un jour, 2 jours plus tard, il retourne encore courir comme il faisait ça tous les soirs. Pendant peut-être 2 semaines après, il se repose 1 semaine et il recommence. Donc le deuxième jour, bon, le troisième jour, hein, parce qu'il avait fait ça 2 jours après, il n'avait rien vu. Le troisième jour, il repart encore. Il remarque une dame. Par contre, elle, la partie du devant, vous voyez quand quelqu'un est debout, vous voyez que le tronc, jusqu'au tronc, de la tête jusqu'au tronc, c'est normal, vous voyez. Mais cette dame-là, elle était, c'est-à-dire le devant là, le devant du tronc, c'est derrière. C'est-à-dire, tu as les fesses, c'est devant et le devant, c'est derrière. Bref, je ne sais pas si vous imaginez, essayez d'avoir une image mentale, mais la tête jusqu'au tronc, d'accord, c'est la partie. Donc, les pieds là, c'est derrière. Et elle marchait devant, donc elle marchait comme ça, mais sa tête et tout son tronc, ses bras étaient du côté du dos. Et lui, il courait, il a vu ça, il est passé, il dit que moi, je n'ai pas... si ce genre de choses m'arrête, moi, je lui dirais clairement que je ne suis pas là pour toi, d'accord? On n'a aucun lien, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, tu me laisses tranquillement passer et chacun ses problèmes. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais quand tu vois ça, tu n'as pas peur, il dit non, moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que on n'a pas dit, je ne l'ai pas provoqué, que la personne ici ne vient pas me provoquer parce que la personne ne connaît pas qui je transporte. Donc, c'était juste pour vous dire que ce n'est pas, et c'était dans les 18-19 heures, je vous assure, une histoire réelle, et j'avais des frissons quand il me racontait ça, des frissons. C'est pas tous les humains qui sont sur la terre qui sont des humains. Je vous le précise que il y a des morts vivants, il y a des zombies, il y a des sirènes, il y a des sirois, je ne sais pas, mais il y a des espèces en fait qui sont tous sauf des humains sur la terre où nous vivons, où nous marchons. Faisons attention, mettons à chaque fois que nous sortons, mettons tout en prière. 18h, 19h, il y avait des gens aussi sur cette route, mais pourquoi lui, il est le seul à avoir vu ça? C'est qu'il a eu les yeux ouverts à ce moment précis. Parce que les gens aussi marchaient autour de lui, il n'était pas le seul sur la route, mais lui l'a vu et d'autres n'ont pas vu. Donc,
c'est aussi bien d'avoir les yeux, mais en même temps, c'est pas aussi bien parce que tu vois aussi des choses bizarres, vraiment. Soyons prudents. Je vous assure, moi, si je voyais ça, mais je ne sais pas, je serais dans tous mes états. Parce que moi, déjà que je vois des choses pas bien, j'ai les yeux souvent ouverts et les oreilles ouvertes. Et ça me met mal à l'aise, en fait. Quand je vois ce genre, ça me met vraiment très, très mal à l'aise. Alors, la famille, restons consentus. Ne cherchons pas plus gros que notre nez. Alors, ne cherchons pas aussi à être trop curieux dans ce genre d'affaires. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. DMG, bonsoir. Bonsoir aussi à toute ton équipe et à tous ceux qui participent dans les likes, les commentaires et aussi ceux qui envoient les voices dans le but de nous édifier. Merci beaucoup et n'oublions pas de partager, liker et de commenter. J'aimerais partager une fois de plus une histoire que j'ai vécue, une histoire mystique que j'ai vécue lorsque je louais au quartier P4 à Douala. Je venais nouvellement d'arriver dans ce quartier. Lorsque je suis arrivée là-bas, dans ce secteur-là, précisément à Sodikombo, il y avait, j'étais dans un secteur où il y avait beaucoup plus les gens de l'Ouest, nos frères de l'Ouest étaient beaucoup plus, c'est beaucoup plus eux qui étaient là, de ce côté, dans le secteur-là. Mais de l'autre côté du secteur, par derrière, là-bas, la population était un peu variée, il y avait toutes les tribus. Donc, chez nous, là où je louais, la concession dans laquelle je louais, il y avait juste le bailleur, moi qui louais un appartement, le bailleur qui était également dans son appartement au milieu. Et juste à l'entrée, il y avait une chambre. Donc, nous étions deux locataires avec le bailleur. Et donc, en face de la concession, il y avait également une très grande et belle maison. Et cette maison appartenait à une maman. J'ai failli prononcer son nom. Appartenait à une maman, à une très belle femme d'ailleurs. Une femme dans la cinquantaine, disons dans la cinquantaine, voire même la soixantaine, mais elle était vraiment très belle. Elle était brune, elle ne faisait pas son âge. Bref, elle avait un seul enfant, un fils unique. Lui aussi, il était grand, il était déjà dans la trentaine. Il vivait avec elle. Et cette maman-là avait le bar. Elle avait un bar et elle vendait également des petits trucs qu'on retrouve dans les boutiques là. Voilà, c'était juste pour vous mettre dans le contexte parce que c'est important. Donc, j'ai commencé à me lier d'amitié avec cette maman-là parce qu'elle était bassa. Elle était bassa. Et moi, puisque mon mari, lui, il est bassa, le courant passait un peu plus qu'avec les autres. Donc, à un moment donné, quand elle et moi, on a commencé à se lier, mais pour dire vrai, c'est elle qui a commencé à entrer sur moi. Elle était très polie, très gentille. En ce moment, j'avais ma première fille. J'étais enceinte de la deuxième. Donc, et puisque l'école était juste à quelques mètres d'elle, de cette maman-là, c'était pas très loin. Donc, chaque matin, il fallait que je passe devant elle pour accompagner la petite à l'école. Et c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié à travers ma fille, parce que c'est avec ma fille qu'elle parlait. Et la petite avait 3 ans à l'époque. Elle lui lançait souvent des petits compliments. Tu es belle, tu es jolie, des trucs comme ça. Et c'est également comme ça que l'amitié entre elle et moi, le courant a commencé à passer. Mais il y avait une autre voisine à côté. Quand elle a vu que la maman et moi on commençait à se familiariser, un jour elle est venue, elle m'a dit, c'est pas dans le but de comporter, mais je voudrais juste te mettre en garde. La maman chez qui tu vas là, ce n'est pas une bonne personne. Il faut te méfier parce que ici au quartier, ça raconte que elle est une sorcière. Et j'ai moi-même d'ailleurs vécu des phénomènes mystiques avec elle. Parce qu'apparemment, elles ont été amies. Mais moi, je n'ai pas géré ça. Moi, je me suis dit, puisque c'est Bamléké et puisque la maman est Bassa, c'est un peu une guerre entre les ennemis. Et je n'ai pas voulu me mêler de ça. Je continuais à parler avec la maman. J'aime d'ailleurs parler de ça. Mon mari m'a dit, ah oui, c'est comme ça les Bamléké. Puisqu'ils sont ici nombreux, ils ne voudraient pas que vous vous entendez. On s'entendait super bien avec cette maman. Elle m'aidait beaucoup, pour vous dire la vérité. Parce que puisque j'étais enceinte, il y avait des moments où j'étais malade, fatiguée. Bref, avec la deuxième grossesse, elle était toujours fatiguée. Il arrivait des moments, elle venait comme ça à la maison. Elle venait chaque matin à la maison pour prendre mes nouvelles. Elle venait à la maison, elle me demandait, tu vas manger, tu vas faire quoi aujourd'hui? J'ai dit que
j'ai encore failli prononcer son nom. Je dis, j'ai envie de manger telle chose, mais je n'ai pas la force d'arriver au marché. Elle me dit, ok, fais donc ta liste. J'irai au marché pour toi. Elle va au marché, elle fait mes achats, elle revient. Elle m'aide même à prêter les choses, si bien que je me lève juste pour préparer. Et la petite, elle va chercher la petite à l'école. Elle ramène. Parfois, quand elle voit que je suis trop fatiguée, elle reste avec la petite, elle la lave, elle reste avec elle. À un moment donné, elle la ramène. Donc, on s'est vraiment familiarisé, c'était bien. Parfois, même quand elle voyageait, qu'elle se déplaçait, c'est à moi qu'elle laissait les clés de son bar. Donc, voilà que l'amitié avec elle et moi, bon, c'était même plus l'amitié, c'était la famille. Et puisque les gens parlaient, les gens m'interpellaient beaucoup pour dire, là où tu vas là, fais attention, et surtout avec tes enfants, maman là, ce n'est pas une bonne... Donc, un jour, j'ai pris l'initiative. Pendant qu'on était en train de causer, je lui dis, maman telle, au quartier, les gens racontent que tu es une sorcière. Tel par exemple, je n'ai pas caché, j'ai dit tel par exemple m'a dit ceci. Elle me dit, ah celle-là, oui, c'est comme ça qu'elle est. Elle te dit aujourd'hui que je suis une sorcière, elle ne t'a pas dit ce que moi j'ai fait pour elle. Quand elle est arrivée ici, c'est ici qu'elle mangeait. Je prenais soin d'elle. Ce sont mes choses qu'elle utilisait même quand elle a accouché son dernier enfant là. C'est moi qui ai pris soin d'elle et tout et tout. Et dans ce qu'elle disait, je voyais qu'elle disait la vérité. Vous voyez, elle disait la vérité. Pour dire vrai, elle disait la vérité. Elle a vraiment aidé cette femme. Elle a vraiment pris soin d'elle. Et la femme là n'avait même d'ailleurs pas nié. Cette femme m'avait dit que oui, c'est une maman, je ne peux pas te mentir. Elle m'a aidé. Les choses qu'elle faisait pour moi, même les gens de ma belle famille n'auraient jamais fait ça pour moi. Donc, mais elle me disait qu'à un moment donné, voilà. Elle a vraiment voulu me faire du mal. Lorsque j'ai accouché mon dernier fils, j'ai failli mourir sur la table d'accouchement. Et c'était elle qui était derrière tout ça. Bon, moi également, j'ai dit à cette dame que, parce que même ma baillesse m'avait parlé de ça, j'ai dit à ma baillesse que j'ai compris, je vais me mettre sur mes gardes. Mais puisque je n'ai pas de pouvoir avec elle, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais couper les ponts subitement avec elle. Si elle me touche, dans ce cas, je vais agir. Mais pour l'instant, qu'elle soit sorcière ou pas, du moment où sa sorcellerie ne me nuit pas, on n'a pas de problème. Voilà que chaque matin, donc, j'avais pour habitude d'apprêter le déjeuner de ma fille chez elle. J'avais l'habitude d'apprêter le déjeuner de ma fille chez elle. Donc, et j'avais oublié, chaque matin quand j'amenais l'enfant à l'école, elle avait toujours un petit mot qu'elle lançait à l'enfant. Elle disait toujours, toi là, je vais prendre, sont tes cheveux là que je vais prendre. Moi, je vais prendre seulement tes cheveux là. Donc, des petits mots comme tu es belle, c'est toi qui dois sortir. C'était quoi? C'était mis. Il y avait, bon, en fin d'année, il y avait souvent des petits concours qu'on faisait passer aux enfants de la maternelle dans les établissements. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les établissements. Mais dans leur établissement, ils donnaient certains prix, peut-être l'enfant le plus propre, l'enfant toujours à l'heure, l'enfant, donc vous voyez un peu ce genre de prix-là. Elle disait donc que c'est toi qui vas sortir. Elle disait à ma fille que tu vas sortir Miss Propreté de la perfection. Et puis on riait seulement comme ça, on passait. Et elle faisait partie des membres du jury de je ne sais pas quoi dans cette école-là. Parce que chaque fois qu'on remettait les bulletins, chaque fois qu'il y avait une cérémonie, elle était toujours là, elle était assise à la table d'honneur. Donc je sais pas, c'était comme une sorte de partenariat avec le monsieur qui avait l'école en question. Et pendant les congés de Noël, ma fille a effectivement eu le prix qu'elle lui avait promis. Elle a eu ce prix-là. Donc, c'était juste une parenthèse. Maintenant, voilà qu'un matin, parce qu'elle vendait un peu des trucs comme le pain, le haricot, les pâtes et tout, mais elle ne vendait pas la sardine. Pour les Camerounais, comment on fait la sardine là dans les seaux transparents, voilà. Elle ne faisait pas ça. Donc, ce matin-là, ma fille me dit que elle ne veut pas manger autre chose, elle veut manger la sardine. Et la sardine, c'était la voisine directe de là où je louais, de ma bailleresse. Le mur était collé, mais elle n'était pas derrière. Elle vendait donc la sardine. Je me suis donc retournée par là et j'ai chargé le pain de l'enfant avec la sardine. J'ai accompagné l'enfant à l'école. En passant devant elle ce matin, j'ai dit bonjour maman et l'enfant l'a même salué. Mais elle a manifesté un genre comme si elle était fâchée. J'ai ressenti ça. Elle a manifesté comme si elle était fâchée, mais je n'ai pas géré. Je suis passée. C'était un mardi. Voilà donc l'enfant rentre des classes, la journée se passe bien, la soirée et tout. Dans la nuit, nous sommes endormis. On dort, il n'y a eu aucun problème. Hein. Je vous dis, on a bien dormi. À 6 heures, je réveille l'enfant pour la laver, la prêter pour l'école. Lorsqu'elle descend du lit,
lorsque je fais descendre l'enfant du lit, puisque je lui avais fait le week-end là 6 nattes, j'étais vraiment fatiguée, je ne lui ai fait que 6 nattes. Et puisqu'elle avait beaucoup de cheveux et longs, c'était pénible pour moi de la tresser, surtout dans mon état, donc je lui ai fait juste 6 nattes. Mais lorsque l'enfant descend du lit, sur les 6 nattes, il ne manque que 5 nattes. Je vous dis la vérité, hein. Il ne manque que 5 nattes sur les 6 nattes que j'avais fait à l'enfant. Excusez-moi, je suis un peu grippée. C'est donc là, aux prises de panique, je me mets à crier. Son père qui se réveille, du coup, et puis il demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, regarde la tête de l'enfant. Et la partie où on avait enlevé une natte, parce qu'on avait enlevé une natte au milieu. La partie là était devenue toute lisse, donc comme si on avait raclé avec la lame. Les autres nattes étaient bien en place, mais celle-là, on l'avait raclée. Je ne sais pas avec quoi est-ce qu'on l'avait, mais il n'y avait plus la natte en fait. Même les cheveux sur le côté là, il n'y avait plus. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de cheveux de ce côté là. J'ai commencé à crier. Quand son père se réveille, il voit ça, lui aussi également, il crie. Au même moment, il ouvre la porte du salon. Il se met à crier. La personne qui a fait ça à mon enfant, je ne suis pas dans votre sorcellerie. Ne me testez pas, pardon. Je suis venue ici là seulement pour me chercher. Je suis là, j'avais dormi. Ne me testez pas. Qui a fait ça à mon enfant et tout. C'est là où, en un temps de record, la concession de mon bailleur était déjà pleine. Tout le monde était surpris. C'est à un moment où son père regarde juste à côté de la porte du salon. Il voit un truc comme une corde bien enroulée là au sol. Il prend le truc, le bandit de balai, il tape et il se rend compte que c'est la natte de l'enfant parce que j'avais tressé et au bout j'ai mis les perles. C'est la natte de l'enfant, exactement comme c'était natté sur sa tête. C'était encore natté hein, jusqu'au bout avec la perle. C'est comme ça qu'il ramasse. Mais je n'ai pas cru le jour-là. Je n'ai vraiment pas cru. C'est vrai que étant petit, j'avais vécu un phénomène très, très mystique. Mais l'autre là, vraiment non. Ça m'a soulevé les cheveux sur la tête. Je n'ai rien compris. Rien compris. J'ai eu peur à l'instant. Tout le quartier s'est mis à crier. On t'avait dit non. On t'avait dit que la maison, tu entrais bizarrement tout le quartier. Tu avais vu, il était de 6 heures. Elle n'est pas venue. Elle quittait ma personne que quand je faisais ce marque, elle était déjà là, mais elle n'était pas venue ce jour-là. C'est comme ça qu'à un moment donné, puis c'était mercredi, il y avait les élèves qui se à l'école, les gens sont allés préparer leurs enfants, apporter leurs enfants. Aux environs de, j'ai fermé la porte à l'intérieur, même l'enfant, je n'ai même pas accompagné à l'école, je l'ai laissé là à la maison. Aux environs de 10 heures, puisque à 16 heures, là sont les heures creuses, le quartier est souvent calme. Elle vient toquer à la porte. Elle s'était déjà assurée qu'il n'y a personne dehors parce que c'était un quartier un peu comme les quartiers résidentiels. À un certain heure, tout le monde, plus les enfants sont à l'école, chacun a fermé sa porte. Elle vient, elle toque à ma porte. J'ouvre, je la vois. Je dis bonjour. Elle dit oui, c'est comment? J'ai appris ce qui s'est passé. Ouais, vraiment, le quartier, si. Vraiment, les sorciers sont courageux, DMJ. Elle dit vraiment, le quartier, si. Qu'est-ce qu'on veut, un petit enfant comme ça? J'étais là, je la regardais, j'étais gonflée. Je me demande qu'elle fait comment je saute sur elle. Je fais comment? Elle dit, vraiment, les gens du quartier, s'ils veulent quoi? Les gens du quartier, si on ne peut pas respirer un peu la sorcellerie. Un peu la sorcellerie. Je lui dis, ah, voilà ce qui s'est passé. Moi, parce que son papa en partant m'avait dit, ne t'agite pas, ne reste pas t'agiter pas derrière. Reste tranquille. Et ne parle pas, ne lui dis rien. Reste tranquille dans ton coin. Je vais gérer ce problème. C'est donc comme ça qu'elle a fini de parler, puis elle est partie. Quand elle est partie le soir, quand mon moyen est rentré, je lui demande que tu as prévu donc quoi. Il m'a dit qu'il a contacté un de ses amis qui va lui mettre en contact avec quelqu'un chez qui on va amener l'enfant. Je lui dis que oui, mais en attendant, il faudrait qu'il y a ce qu'on appelle le dicalo. Il faudrait que tu tapes le dicalo. Parce que ce qui est arrivé cette nuit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut également montrer à la personne que toi-même, tu sais là où tu peux aller toquer pour nuire à cette personne. Il me dit non, laisse, je t'ai dit, on va aller directement chez la personne là. Donc, je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai pris 2 couvercles et puis je me suis mise dans la rue. Mon histoire, il y a des gens du quartier là qui vont écouter, ils pourront témoigner. J'ai tapé, je me suis mise juste au milieu de la rue, j'ai tapé les 2 couvercles et elle était assise devant son bar avec des clients et son fils. J'ai tapé les 2 couvercles, j'ai commencé à parler d'MJ, que la personne qui est venue toucher mon enfant, peu importe qui il est, même s'il a les cornes, qu'il sache que moi je vais casser ses cornes parce que je ne connais pas la sorcellerie, je ne nuis personne. Si quelqu'un a voulu me nuire en passant par mon enfant, qu'il sache que je ne vais pas laisser ça passer. S'il vient dans la nuit,
Comme il est venu, la même manière qu'il est venu me nuire dans la nuit, c'est la même manière que moi, je vais l'étaler et ça sera en journée. Je ne compte pas laisser ça. Je connais la personne qui a fait ça et que la personne s'apprête parce que moi également, je vais frapper fort. Même comme je parlais là, j'avais peur, hein, je tremblais. Mais je faisais le faux courage, mais j'avais mal. J'ai dit, j'avais mal. C'est comme ça que je suis rentrée dans la maison. J'ai fermé la porte, je me suis endormie. Le lendemain matin, c'est dans la nuit que son père a eu le coup de fil. Le lendemain matin, il a pris l'enfant. Il est parti avec l'enfant vers PK 21, vers 22. Là, le moment là, c'était encore la bourse de ce côté. Je ne connaissais même pas l'endroit là. Je ne connaissais même pas cet endroit. Aujourd'hui, je vis ici. Je vis précisément maintenant à PK 20. Mais il y a quelques 5 ou 6 ans, je ne connaissais même pas, il n'était jamais venu de ce côté. Donc, il a amené l'enfant quelque part ici. Quand il est arrivé, le monsieur a demandé qu'il faudrait que la maman de l'enfant vienne également. C'est comme ça qu'il m'a appelé, il m'a indiqué, j'ai pris la moto, j'ai pris la voiture, et je suis arrivée, je les ai trouvés. Il a donc commencé le traitement. Ce qu'on dit souvent, qu'on fait le remède jusqu'à la photo de la personne apparaît dans une bassine d'eau. La personne qui vous a fait du mal ou la personne qui a tué, c'est vrai, j'ai vécu ça. L'homme là a fait des incantations, il a fait des incantations dans une bassine d'eau. Parce que nous avait, en venant, mon mari m'avait demandé d'acheter une cuvette à l'Ubassala. Des cuvettes à l'Ubassala. J'ai acheté ça, je suis venue avec. Il a fait des incantations, il a mis de l'eau dedans, il a fait des incantations, il a versé le sel. Et puis, il a commencé à parler à une langue qu'on ne comprenait pas. Il nous a dit que le visage de la personne va apparaître dans. C'est la personne qui a fait ça à votre enfant, son visage va apparaître. Et maintenant, quitte à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un retour à l'envoyeur ou alors si vous voulez laisser Dieu se charger de son sort. Ça en fait quelques minutes, c'est le visage de la maman là qui apparaît. Je vous dis que l'histoire là est vraie. L'histoire qu'on fait, les gens apparaissent dans les bassines d'eau et tout là. Son visage apparaît. Quand son visage apparaît, moi je n'étais même pas surprise. Je savais déjà que c'était elle. Je connaissais déjà mon adversaire. C'est mon mari qui doutait encore. Donc, le monsieur demande donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce qu'on renvoie? On fait un retour à l'envoyeur. Mais il nous dit que je tiens à vous rassurer de quelque chose. Il n'arrivera rien à votre enfant. Pourquoi? Parce que quand elle est venue, elle a enlevé la chevelure qu'elle a enlevée sur la tête de l'enfant. C'était dans le but de prendre ses chances, prendre son étoile, prendre sa beauté. Donc, genre, quand elle voyait, elle fait ses voyages nocturnes, là, les gens qui tombent souvent dans les voitures comprenaient que sur les toitures, elle était jeune, après la vieillie. C'est donc avec le visage de l'enfant qu'elle devait partir. Avec la beauté et la jeunesse de l'enfant qu'elle devait partir. Mais Dieu n'a pas voulu. Il ne sait pas comment ça s'est fait. La mèche là est tombée. Mais qu'elle va chercher à venir récupérer cette mèche là. Il nous a donc dit que l'enfant, il ne va rien lui arriver parce que Dieu a intervenu et elle n'a pas pu emporter la chevelure de l'enfant. Mais néanmoins, il nous a donné quelque chose qu'on devait frotter sur l'enfant. Et il nous a demandé ce que on voudrait qu'il fasse. Moi, j'étais d'accord avec qu'on finisse avec elle. Qu'on renvoie, comme elle avait un seul enfant, moi j'ai dit à mon mari que renvoie ça sur son enfant. Renvoie ça sur son enfant, que son enfant meurt, elle va sentir ce que ça fait quand on touche l'enfant de quelqu'un. Moi, il m'a dit non, laisse, je préfère remettre son sort entre les mains de Dieu. Si Dieu a protégé cet enfant de la manière dont il a fait, je n'étais même pas au courant, même toi, tu ne savais même pas. Elle pouvait partir avec ça. Il pouvait laisser qu'elle parte avec et elle aurait fini avec cet enfant. Mais s'il a permis, n'a pas permis, ça veut dire qu'il peut faire plus. Donc, je laisse son sort entre les mains de Dieu. C'est difficile, c'est vrai, mais je laisse son sort entre les mains de Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on s'est levé et puis on est parti. Et le monsieur là avait dit que ce qu'il nous avait donné pour frotter sur l'enfant, il nous avait dit que vous allez constater quelque chose de vous-même. Je ne vais rien vous dire. Vous allez constater quelque chose par vous-même. Donc, chaque matin, quand je lavais l'enfant, je la oigne, je l'habille pour l'amener à l'école. Pour l'amener à l'école, on passait juste devant chez elle, devant sa boutique. On passait devant sa maison et devant sa boutique. Elle est là dehors en train de servir les clients. Dès que je sors de la concession avec ma fille pour aller l'accompagner à l'école, elle va commencer à s'agiter comme si elle cherchait quelque chose, comme s'il y a quelque chose qu'elle a oublié. Elle va entrer dans la maison. Faux! Je m'en vais, je laisse l'enfant à l'école, je rentre. Quand il est l'heure d'aller chercher l'enfant, je m'en vais chercher l'enfant. Je dis, elle est au bar. Et dès qu'elle me voit, elle va vers l'enfant. Elle fait comme si, même si elle voulait servir quelqu'un, elle commence à agiter. Elle fait comme si elle a oublié elle a oublié quoi? J'ai oublié quoi? Elle entre dans la maison. Pour finir, elle n'ouvre même plus le bar.
elle n'ouvrait plus le bar, elle restait dans la maison. Il y avait un de ses neveux qui vivait chez elle là, avec qui je m'entendais également bien. C'est un jour que je l'ai appelé par derrière. Je lui demande où est ta tante. Il me dit elle est à l'intérieur. Moi, je croyais, les gens au quartier croyaient qu'elle a voyagé. Il dit que mais depuis je la vois pas. Il dit que non, elle est là, elle est à l'intérieur. Mais elle n'ouvre plus le bar. Il me dit ah, je sais pas. Mais elle est là, elle n'a pas voyagé, elle est à l'intérieur. Donc, la famille, voilà comment quelqu'un a failli finir avec moi juste parce que je n'ai pas acheté ou alors parce qu'elle a vu, je ne sais pas ce qu'elle s'est dit, elle s'est dit peut-être dit que je voulais fonder une nouvelle amitié avec celle-là ou alors que je sais pas ce qu'elle a ressenti, si elle s'est sentie blessée par mon geste et pourtant je n'avais rien fait de mal. Donc vous voyez à quel point un sorcier peut être stupide. Et je vous rappelle que dans ce quartier, j'étais la seule personne qui parlait avec elle, qui parlait vraiment avec elle. Parce que les autres c'était juste bonjour, bonsoir, mais c'était la qualité quand quelqu'un passait devant elle-même avec son enfant. Elle a dit bonjour là, devant là, il récite seulement le Notre Père dans son cœur. Donc le genre qu'il dit seulement en retour à l'envoyeur, c'est que tu tentes même seulement de me regarder. Un genre, regarde mon enfant, un genre, que ça te suive. Mais j'étais la seule qui causait honnêtement avec elle. J'étais avec elle. Mais ça ne lui a pas empêché de faire du mal à mon enfant sous prétexte que je n'avais pas acheté le pain chez elle. Vous voyez à quel point l'être humain peut être mauvais, à quel point le sorcier peut être bête. C'est juste une façon de dire quoi, c'est une façon de dire que lorsque nous arrivons nouvellement dans un quartier, ne serons pas carrés. Essayons également d'accorder du crédit à ce que les autres pensent, surtout qui sont là avant nous. C'est vrai que les colportages, les racontages et les sabotages ne manquent pas, mais ayons un peu, je vais dire ça, soyons, bref, faisons preuve de prudence. Prenons en compte ce que les autres nous disent et faisons nos propres analyses avant d'entrer complètement sur quelqu'un. Voilà que celle que je me disais, ma belle-sœur, puisque moi je ne suis pas Bassa, mon mari il est bon. Moi je la prenais comme ma belle-mère, même pas ma belle parce que c'était maman, comme ma belle-mère. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle m'appelait ma belle-fille. Mais ça ne lui a pas empêché de faire du mal, pas à moi, à mon enfant qui ne lui avait rien fait, qui ne lui avait absolument rien fait. Donc, sur ce, je vais vous laisser et je vous exhorte à commenter, liker et partager pour agrandir la communauté. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG TV, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toute la communauté. J'ose espérer que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. Alors, je viens pour raconter une nouvelle histoire DMG TV. Voilà. Mais avant tout, voilà, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Voilà. Ce sont des gestes simples, mais qui ont une importance capitale pour le développement de la chaîne. Alors, avant de raconter mon histoire, je veux faire juste une petite parenthèse par rapport à la dernière histoire que j'ai eu à raconter. D'accord? Alors, c'est moi qui ai raconté l'histoire du livre, voilà, du livre démoniaque, voilà, dans l'épisode, je me rappelle plus de l'épisode, mais j'ai parlé du livre satanique où mon ami a été victime, voilà, des effets dévastateurs de ce livre. Et après la publication de mon histoire sur la chaîne DMG TV, j'ai lu les commentaires. Voilà, sachez que toutes les personnes qui racontent des histoires ici vont lire les commentaires. C'est tout à fait normal. Donc, je suis allé lire les commentaires. J'ai été subjugué. J'ai été pétrifié. J'ai été choqué de voir certains commentaires, voilà, où on me taxait de tous les noms d'oiseaux. D'aucuns disaient que je faisais la publicité du livre, que je faisais la promotion du livre. Voilà, excusez-moi, mais j'aimerais répondre à ces personnes en leur disant que l'intelligence est un étrange appareil. Donc, ne limitez pas l'intelligence que Dieu vous a donnée. D'accord? Voilà, faites preuve de maturité. Faites preuve de clairvoyance, plutôt de clairvoyance. Alors, quand je raconte une telle histoire, c'est pas pour pousser les gens à aller chercher le livre. Non.
Vous me dites pourquoi j'ai dit le nom du livre. Alors pourquoi je dis le nom du livre? C'est tout simplement pour vous empêcher d'aller acheter le livre. Alors, si vous voulez acheter le livre, allez-y acheter, hein. Voilà, vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas des bébés. D'accord? Si j'ai dit le nom du livre, c'est pour permettre à beaucoup de personnes d'être averties par rapport à ce livre. On vous dit c'est un livre aujourd'hui qui est malfaisant, qui est satanique. Et vous allez acheter ce livre. Mais allez-y acheter, c'est vous qui allez récolter les conséquences, hein. Voilà, à un moment donné, faites preuve de maturité. Vous n'êtes pas des enfants. Voilà, ici on raconte des histoires pour se prémunir. On raconte des histoires aujourd'hui pour protéger son prochain. D'accord? Voilà, et je ne regrette pas d'avoir donné le nom. Parce que je sais que voilà, cette histoire n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et beaucoup vont faire attention en voyant ce livre et ils ne vont pas l'acheter. Alors, si vous souhaitez acheter ce livre, allez-y l'acheter et vous allez récolter les conséquences. DMG, tu m'excuses, hein, voilà, parce qu'il fallait que je puisse mettre les points sur les i concernant cette histoire de livre. Alors, je vais venir à mon histoire. Alors, il s'agit de l'histoire d'un cousin à mon papa. Voilà. L'histoire est encore très, très fraîche. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Voilà. Alors, l'histoire se passe dans un pays d'Afrique centrale, voilà, parce que moi je vis au Burkina. Voilà, je suis originaire d'un pays d'Afrique centrale, je ne veux pas dire le nom. Voilà, moi actuellement je vis au Burkina, je travaille au Burkina. Alors, c'est un cousin à mon papa, voilà, qui travaillait dans une société de la place, voilà, depuis plusieurs années, voilà, pratiquement 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, il a eu une promotion. Heureusement pour lui, voilà, il a été promu à un poste de cadre. Voilà. Donc, il était très content, c'est tout à fait normal. Un poste de cadre dans une très belle entreprise, avec les privilèges, les avantages. Vous voyez que c'est pas quelque chose de donné. Voilà. Donc, le cousin à mon papa, on va l'appeler Eric. Voilà, tonton Eric, il était très heureux. Il a décidé d'aller au village pour annoncer la nouvelle à sa famille. Voilà. Vu que son père et sa mère vivent au village. Voilà. Et le village est à une quarantaine de kilomètres de la ville, la capitale, où est située l'entreprise. Donc, tonton Eric prit sa voiture, il alla au village pour annoncer la bonne nouvelle, pour célébrer. Voilà, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a une telle nouvelle réjouissante, voilà, chez nous, on le célèbre en famille. C'est un peu partout en Afrique. Donc, quand il prend sa voiture, il arrive au village et tout. La première personne qu'il rencontre, c'est sa tante, une tante à lui. Voilà. Mais éloignée. C'est pas une tante très proche, mais quand même un peu éloignée, on va dire. Donc, il rencontre la tante juste à l'entrée du village. Elle avait son fardeau avec elle. Elle revenait du champ. D'accord? Donc, tonton Eric était très content. Il était aux ailes, quoi, comme on le dit très souvent. Donc, il rencontre sa tante à lui. Sa tante lui dit, ah, mais mon fils, ça fait longtemps que je t'ai vu, etc. Voilà, ta tante vient du champ comme ça, là, je suis trop fatigué, j'ai faim. Et ça fait déjà quelques temps, moi, j'ai pas mangé ton argent. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas faire plaisir à ta tante? Et tonton Eric, déjà, il est content. Il dit à sa tante, Tanti, prends tout ce que tu veux, je paye. Tout ce que tu veux, je paye. Voilà, surtout n'hésite pas. Tout ce que tu veux, prends. Moi, aujourd'hui, je paye. Je paye le prix de tout ce que tu vas prendre. Et la tante dit, tu es sûr que tu vas payer tout ce que je veux prendre? Il dit, oui, tantine, ne te dérange pas. Prends tout ce que tu veux. Va, mange, bois, ma santé, tout ce que tu veux dans ce village-là. Moi, je paye. Maintenant, ma vie a changé. J'ai les moyens de vous offrir tout ce que vous voulez dans ce village. Alors la tante dit, tu es sûr que tu vas payer le prix de tout ce que je vais prendre? Il dit, mais tantine, c'est moi qui te dis, c'est moi, Eric. Aujourd'hui, je suis cadre. Donc, je peux me permettre, tout ce que je veux dans ce village-là. Parce que j'ai un bon salaire, j'aurai des avantages et pas mal de choses. La tante dit, ok, d'accord, vu que tu vas payer le prix de tout ce que je vais prendre, il n'y a pas de souci. La tante s'en alla et tonton Eric, il arrive à la famille, etc. Il est content, il voit son père, il voit sa mère, tout le monde est heureux. Il annonce la nouvelle que voilà, je suis maintenant cadre, voilà mon salaire.
Voilà les avantages que j'aurais. Déjà, non seulement les avantages, voilà, c'est, c'est presque la moitié du salaire, hein, voilà, voilà, c'est presque la moitié du salaire. Donc, ils organisaient une fête, voilà, les gens sont venus, ils ont mangé, etc. et tout. Maintenant, fallait que 2 jours plus tard, fallait que Eric rentre en ville pour prendre, voilà, pour commencer le boulot en tant que cadre, voilà. Il fallait qu'il fasse une formation de cadre accélérée, etc. Donc, il est rentré au village. Ouais, excusez-moi, il est rentré en ville. Et quand il rentre en ville, il commence sa formation de cadre. Au bout de quelques, au bout de un mois et demi, voilà, il commence à recevoir des reproches de sa direction. Il commence, voilà, à être mis à pied. Il commence à voir que les problèmes s'enchaînent autour de lui concernant son travail. Il ne comprend pas. Voilà, il a les diminutions de salaire à chaque fois. Il est grondé dans le bureau du directeur et tout. Il comprend pas. Et encore malheureux, il commence à avoir des problèmes de santé. Voilà, ce qu'il n'avait jamais. C'était quelqu'un de très sportif. Voilà. Il tombait presque jamais malade. Il prenait soin de lui, soin de sa santé. Donc, il commençait à avoir des problèmes de santé, des problèmes de excusez-moi, je vais me blesser. Il commence à avoir des problèmes au niveau, voilà, cardiaque. Voilà, excusez-moi. Donc, il commençait à dépérir un peu. Et cerise sur le gâteau, il a perdu son travail. Voilà. Il a perdu son poste de cadre. Et même pas que ça, on l'a renvoyé pour une erreur, voilà, bête, on va dire. Il s'est trompé, voilà, de mail. Comme ça, il s'est trompé de mail. Il a envoyé le mail à la mauvaise personne. Donc, il a été remercié. Voilà. Et pire encore, les problèmes de santé se sont enchaînés. Il part à l'hôpital. Voilà, on lui donne un traitement, mais ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Voilà. Bon, il décide de rentrer au village pour essayer de traiter ça au noir. Voilà. Avec les tradis, praticiens et tout. Donc, comme il arrive au village, il est bouleversé, il est amaigri, il est vraiment dans un état pitoyable, vraiment. C'était plus tonton Eric que tout le monde connaissait, plein de vie, plein de joie. Voilà, quelqu'un qui croquait la vie voilà, à pleines dents et tout. Donc, ils sont allés voir un féticheur qui était dans le village voisin, autant pour moi. Le féticheur a consulté et quand le féticheur consulte, il s'aperçoit que ça a un très gros problème, que Eric traîne, ça a un problème mystique. Alors le féticheur explique que lorsque Eric a eu son boulot, a eu son poste de cadre, euh, il a pactisé avec le diable. Mais Eric dit, non, moi, j'ai pas pactisé avec le diable. Comment ça? Moi, je connais pas ces affaires du diable, etc. Moi, je suis musulman et tout. Moi, je connais pas ça. Le féticheur lui dit, effectivement, tu as pactisé avec le diable sans te rendre compte. Mais tonton Eric, il est abasourdi. Voilà, il est horrifié, limite, que moi, j'ai pas pactisé. Le féticheur raconte que lorsque tu es venu au village, tu as rencontré ta tante, n'est-ce pas? Il commence à se remémorer. Oui, j'ai rencontré Tata, on va dire, bon, on va donner un nom d'emprunt, Tata Sylvie. Oui, j'ai rencontré Tata Sylvie. Le féticheur dit, effectivement, c'est Tata Sylvie que tu as rencontré. Elle t'a dit elle voulait voilà, manger ton argent, c'est-à-dire manger quelque chose qui venait de toi. Et tu as dit oui. Effectivement, j'ai dit oui, qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait et moi, j'allais payer. Et c'est là même le féticheur dit où tous tes problèmes ont commencé. Lorsque tu as dit à Tata Sylvie de prendre tout et moi je vais payer le prix. Il dit mais comment ça mes problèmes ont commencé à ce moment. Sans te rendre compte, tu as pactisé avec le diable. Et Tata Sylvie, c'est une très très grande sorcière. Elle fait partie d'une confrérie de sorcières de sorciers dans le village et dans toute la contrée. Et
tonton Eric, vraiment, il était choqué. Il n'arrivait pas à comprendre que cette tante qu'il aimait bien, qu'il voyait presque tout le temps lorsqu'il venait au village, était une sorcière. Et pire encore, c'est une tante, voilà, qui est à l'origine de tout son mal jusqu'aujourd'hui. Le féticheur raconte que lorsque tonton Eric a dit à Tata Sylvie de prendre tout ce qu'elle voulait, que lui, il allait payer le prix, Tata Sylvie, elle a transformé ça. Elle est entrée dans le monde de l'occulte, c'est-à-dire dans le monde de la sorcellerie. Elle était dans une réunion, elle allait dans la réunion, voilà, vu qu'elle était déjà vieille, elle était en fin de vie, voilà, c'était une vieille femme, hein, et elle n'avait presque pas de famille, elle a perdu son mari et ses enfants, ses deux enfants, dans un accident de voiture. Et c'est elle qui avait sacrifié son mari et ses deux enfants, d'accord? Et elle n'avait plus personne à livrer dans sa famille, donc elle cherchait quelqu'un et elle a livré tonton Eric. Et comment elle a fait pour livrer tonton Eric? Lorsqu'elle a dit à tonton Eric, tu es sûr que tu vas payer le prix de tout ce que je veux prendre? Tonton Eric a dit oui, je vais payer le prix. C'est-à-dire que de sa bouche, lui-même, il a dit oui. Et c'est le oui là qui l'a condamné, vraiment qui a été fatal pour lui. Et Tata Sylvie, voilà, elle a continué à manger les gens, voilà. Elle mangeait la viande qui était servie lors de leur réunion mystique, voilà. Et elle n'avait plus personne à donner. Elle a dit, moi, j'ai mon neveu que je vais donner, voilà. Donc, c'est lui qui sera mon prochain mouton de sacrifice. Et tonton Eric, lorsqu'il commençait à perdre son travail, etc., donc, voilà, c'était le pacte qui commençait à prendre effet. Donc, dans leur confrérie de sorciers, ils avaient commencé à pourrir la vie de tonton Eric. Voilà, déjà, ils ont commencé par faire en sorte qu'il perde son travail. Et ils ont donné des problèmes de santé, des problèmes, voilà, récurrents, voilà, qui n'avaient même pas à l'époque, hein, des problèmes de santé, voilà, presque d'un asthmatique, il avait des problèmes de respiration, etc., la drépanocytose, et pourtant il n'est même pas né avec tout ça. Donc c'était compliqué pour lui. Et voilà, donc ils ont pris son étoile, ils ont pris toutes ses chances, voilà, mais ils n'ont pas pu le tuer parce que le féticheur a dit que pour ton étoile, malheureusement, on ne pourra pas récupérer ton étoile parce qu'ils ont souillé ton étoile. Ils ont utilisé ton étoile pour faire pas mal de choses, mais je vais empêcher qu'ils te tuent. Voilà, donc tonton Eric a subi beaucoup de lavage, beaucoup de séances d'exorcisme et tout. Donc, il a eu la vie sauve, mais malheureusement, voilà, il n'a pas pu retrouver un nouveau travail. Voilà, donc aujourd'hui, euh, il dépose son CV un peu partout, mais à chaque fois qu'il dépose ses CV, automatiquement, voilà, une autre personne est recrutée dans l'immédiat, quoi. Donc, c'est difficile pour lui. Aujourd'hui, il n'a plus de travail. Il dépend de sa famille. Quelqu'un voilà, qui avait la responsabilité de toute une famille qui aidait tout le monde. Aujourd'hui, il est assis au village, il ne peut plus rien faire. C'est triste, hein, c'est vraiment triste. Voilà. Alors, la leçon ici, c'est vraiment de faire attention lorsque nous sommes, nous sommes soit en colère ou bien nous sommes très contents de ne jamais prendre une décision lorsque nous sommes heureux ou lorsque nous sommes en colère. Vraiment de faire attention à ce qu'on dit dans notre bouche. Voilà, vraiment de réfléchir longuement avant de donner notre accord sur quelque chose. Parce que sans le savoir, il a dit oui, un oui qui aujourd'hui, qui a conduit au vol de son étoile. Et aujourd'hui, vraiment, c'est difficile pour lui, c'est très difficile pour lui. Voilà, en fait, l'histoire s'est passée il y a un peu longtemps, mais ça fait 3 semaines qu'on me l'a raconté. Donc, c'était ça mon histoire. Merci bien à toute la famille d'MGTV. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Que Dieu prenne soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons.
La famille, je viens ici raconter l'histoire, c'est une histoire racontée par une Sud-Africaine au nom d'Andile. Donc, qu'est-ce que Andile raconte? Elle rencontre son mari quand elle était encore à la fac. Bon, au début, elle ne voulait pas vraiment être avec lui parce qu'il avait plus de 21 ou 22 ans de différence comme ça. Elle n'était pas trop intéressée et tout ça. Mais ce qui avait commencé à briser ces barrières, c'était le fait que non seulement il n'était pas marié, il avait une très bonne situation financière, il n'avait pas d'enfant. Et ce qui a vraiment scellé sa décision, c'était l'acceptation de sa tante. Sa tante l'avait élevé, elle, à la mort de ses parents. Donc, sa tante était à peu près sa maman, n'est-ce pas? Donc, quand sa tante avait rencontré le monsieur, elle avait demandé dit que non, ça va. Et en plus, ça, le monsieur, il s'était vraiment plié en quatre pour se faire aimer. Il s'était vraiment plié en quatre, disponible, affectueux, attentionné. Vraiment, elle s'était dit que bon, ça sert à quoi de courir après les jeunes là qui ont les yeux partout. Mieux vaut être avec quelqu'un qui l'adore, l'autre comme une princesse. Elle a alors accepté la relation avec lui et elle est tombée amoureuse de lui. Et se marie un an plus tard, plus d'un an plus tard. Elle dit qu'elle avait commencé à avoir... elle était un peu soucieuse parce que la cigogne n'était pas passée avec le bébé, n'est-ce pas? Donc elle se disait, mais attends, c'est comment? Oh, c'est quelle position qu'il faut seulement qu'on invente encore, non? Mais bon, son mari n'avait pas de stress, hein. Pour lui, c'était que non, ma chérie, ce n'est pas tout le monde qui peut faire des enfants. Si ce n'est pas notre moment, peut-être ce n'est même pas pour nous. Donc, ne te stresse pas. Même, tu vois, quand tu te stresses même tout le temps comme ça joue aussi sur ta fertilité. Donc, relax. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ils allaient à l'église, ils priaient, tout ça. Bon, elle était OK, elle n'avait pas de problème dans sa vie. Elle avait un bon boulot et tout ça. Mais bon, elle était stressée. Un jour, alors, il lui dit, OK, bon, viens, on va aller à l'hôpital pour faire un test. Ils arrivent à l'hôpital, là-bas, et c'était un très, très grand hôpital. Donc, pour vous dire qu'ils ne sont pas allés dans un anyhow hospital. Non, ils sont allés dans un truc vraiment, les appareils, tout haut de gamme. Ils arrivent alors, c'est là-bas que les médecins alors disent qu'ils ont... Bon, le médecin chez qui son mari l'avait amené, dit qu'il a découvert quelque chose au niveau de son utérus, mais il avait besoin de faire une biopsie, donc retirer un petit bout là et envoyer en laboratoire pour être sûr. Mais il lui avait dit que, mais madame, si ce que je soupçonne, ça va être ça, il faudra qu'on vous retire l'utérus avant que ça ne devienne grave. Parce que si c'est que c'est encore au début, franchement, vous retirez l'utérus et vous sauvez la vie. Donc, préparez-vous déjà à l'idée. Mais si ce n'est pas ça, il n'y a pas de problème. On va voir, on va essayer l'autre technique. Elle dit que quand elle était rentrée, elle était cassée, tout ça. Elle avait même pris quelques jours de libre au boulot. Maintenant, pendant un de ces jours de libre, là, son mari alors lui dit, bon, ma chérie, je termine le boulot, je passe te prendre, n'est-ce pas? Elle dit alors qu'elle a décidé d'aller au spa, se faire une beauté, n'est-ce pas? Se faire pouponner. Arrivée là-bas, elle fait massage, épilation, pédicure, manucure, tous les trucs. Quand elle termine, elle va dans la boutique. Elle dit qu'elle va dans la boutique du spa pour acheter certains produits de beauté qui lui manquaient. Pendant qu'elle a le faire, alors elle dit qu'elle avait remarqué qu'il y avait une jeune dame qui semblait l'observer. Chaque fois qu'elle tournait le regard, elle se rendait compte que leurs yeux se croisaient en fait. Elle s'approche de la dame et dit que s'il vous plaît madame, je ne sais pas, peut-être qu'on se connaît et excusez-moi si je ne me souviens pas de votre visage, je ne suis pas très physionomiste, mais est-ce qu'on se connaît quelque part? C'est là que la dame lui dit que s'il vous plaît madame, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'aimerais vous parler. Est-ce que vous avez un moment? Est-ce que vous avez un moment? Elle dit que mais pourquoi? Me parler de quoi? Elle dit que s'il vous plaît, écoutez-moi d'abord avant de... Est-ce que vous avez un moment? Elle dit que non, mais je suis déjà en train de partir, mon mari arrive là. Elle dit que quand elle avait dit son mari arrive, c'est comme si la femme avait sauté hors de son corps. C'est comme si la femme avait bondi hors de son corps et était revenue. Elle avait jeté un regard terrorisé vers l'entrée, vers l'entrée du magasin. Comme si elle s'attendait à voir le diable debout là-bas. Elle dit que la femme m'a dit, un moment s'il vous plaît. Elle est directement à la caisse. Elle a vu griffonner quelque chose sur un petit bout de papier. Elle est venue, elle lui a tendu ça. Elle a tendu le bout de papier à Andile. Andile jette un regard, voir son numéro de téléphone. Elle demande, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez mon mari? Elle dit, s'il vous plaît, ne parlez pas de notre rencontre. Ne dites rien jusqu'à ce qu'on ait parlé. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Je suis en train de risquer tellement en faisant ceci. S'il vous plaît, voici mon numéro de téléphone. N'utilisez pas votre numéro et ne m'appelez pas de chez vous. Appelez-moi d'ailleurs avec notre numéro, s'il vous plaît. On peut se rencontrer. Dites-moi où.
On se rencontre sans votre mari, s'il vous plaît. Permettez-moi, donnez-moi seulement quelques heures de votre vie et vous allez comprendre tellement de choses. Après là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez parler à votre mari si vous voulez, mais s'il vous plaît, donnez-moi cette chance-là. Elle dit qu'elle avait regardé seulement la femme, ça puis la femme était seulement partie. Vous. Elle est restée, fait encore les achats, elle avait dépassé, elle se demandait, ah, c'est quoi? C'est opération invasion Tisa. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une ex qui n'a pas été, mais mon mari, je le connais tellement, on était tout le temps ensemble. Il n'y a même pas comment avoir une ex, à moins que peut-être elle soit dans le bureau avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que son mari vient la prendre. Elle était vraiment déconnectée, mais bon. Elle alors, c'est alors le lendemain, alors, quand son mari partait au boulot, elle lui a dit que bon, elle va aller rendre visite à sa maman, n'est-ce pas, celle qui l'a élevée. Son mari a dit, il n'y a pas de problème, ma chérie, si tu veux, après, je viens te chercher ou bien tu rentres. Bon, le lendemain, alors, elle arrive là-bas. Dès qu'elle arrive, elle dit qu'elle tremblait. Elle prend le numéro. Elle avait demandé le téléphone de sa tante. Même sa tante disait que, hey, c'est quoi ça, non? En tout cas, appelle. Si c'est que c'est une tisage, ce que je vais lui faire, elle ne va plus jamais essayer. Appelle-la devant moi. Elle prend le téléphone, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle tremblait parce qu'elle avait l'impression que, vu la terreur que la fille avait eue, elle se demandait que, mais si, j'ai l'impression qu'en écoutant cette fille-ci, ma vie va changer. Mais est-ce que je suis prête à l'écouter? Est-ce que je suis prête à l'écouter? Parce qu'elle va déposer là, ce sera une bombe. Finalement, alors sa tante, pardon, appelle vite. Elle appelle alors. La dame demande, est-ce qu'on peut se rencontrer, tout ça. Elle a donné l'adresse de la tante, direct. La femme est arrivée là-bas. Quand la femme arrive, elle a salué respectueusement et tout ça, elle s'assoit. La tante était seulement la gare. Si vous connaissez cette tante-là, quand tu fais l'erreur, la gifle qui va reformater ton cerveau, gars, tu vas respecter le code. La tante était là nerveuse seulement. C'est alors là qu'elle dit que, est-ce que vous savez que votre mari, que vous êtes en fait la quatrième femme? Elle dit que, à ce moment-là, la semaine dit que voilà, moi-même j'ai cherché la bombe là. Non, ce n'est pas la bombe, c'est la destruction, c'est l'apocalypse que moi-même j'ai cherché. Elle dit quoi? Sa tante quoi? Elle dit oui. La première femme est décédée. La deuxième est partie. Moi, j'étais la troisième. J'ai divorcé. Maintenant, tu es le quatrième mariage. Elle dit pardon. Elle dit oui, madame. Je suis la quatrième. Tu es la quatrième femme. Elle dit, attends, je ne comprends pas. Pourquoi? Il ne m'a jamais dit. Pourquoi? Et pourquoi vous avez divorcé? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, s'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, c'est votre problème. Peut-être qu'elle ne voulait pas que... vous connaissez comment ça se passe. Mais elle dit, comme non, calmez-vous, je vais vous raconter. C'est alors là que la femme là, lui raconte alors qu'en fait, quand elle était mariée avec le gars, elle a décrit son mari, comment il est doux, attentionné, toutes sortes de choses. Elle dit alors qu'après un moment, l'enfant ne venait pas. Elle avait alors décidé que non, elle veut l'enfant. Le gars avait dit que non, c'est cela. La tante mettait seulement les mains sur la tête. Elle était déjà comme les Zoulous en train de taper derrière les pieds du deuil à terre en faisant le tour du salon pendant qu'elle écoutait. En tout cas, c'est elle qui a décrit. Elle a dit qu'elle tapait les pieds, je ne sais pas quoi. Je me suis dit comme les Zoulous. Donc, elle dit alors que sa tante était déjà là en train de faire la danse des Zoulous là. La femme dit alors qu'en fait, et le monsieur l'avait alors amené chez tel docteur. La famille, elle dit que c'était le même docteur chez qui elle était partie. On lui a dit que non, il paraît qu'elle a un cancer au niveau de l'utérus et tout ça. On a allé lui faire les trucs, c'est venu positif. On a dit qu'il fallait qu'on retire rapidement, que ça avait été tellement rapide. Elle n'a même pas eu le temps de dire que non, attendez d'abord, j'ai envie d'aller faire les tests ailleurs. J'ai envie d'attendre que je rentre même à la maison, je respire. Rapidement, on l'avait opérée, elle s'était seulement réveillée. On a dit que non, tu as plus l'utérus, mais pas de problème et tout ça. Et son mari était toujours heureux, il était encore plus heureux. Elle dit que ce qui avait commencé à mettre la puce à l'oreille à un moment, c'était que il était encore plus heureux qu'avant. Une femme, elle se disait que ouais, bientôt, il va peut-être vouloir aller faire un enfant dehors parce qu'il faut absolument un enfant. Peut-être qu'il va aller faire et puis après il va amener à la maison. Comment je vais me sentir, comment? Mais le gars était heureux. Elle disait, à un moment, elle dit qu'elle avait même proposé que viens, on va dans ma famille même prendre... Même 2 enfants pour qu'ils viennent réchauffer la maison. Le gars, non, pardon, non, je ne veux pas d'enfants dans ma maison. Si au moins c'était mes enfants, je peux supporter les cris de mes enfants, l'odeur des caca et les machins comme ça, mais les enfants de quelqu'un d'autre, non, je ne veux pas. Laisse, oui, pour ça, ça te dérange, pourquoi d'être seul? Je m'occupe de toi, non, tu voyages, tu fais tout, tu n'as même pas besoin de travailler, je m'occupe de toi, non. Elle dit qu'elle était restée comme ça, mais c'est un jour, elle dit qu'elle ne sait pas, c'était vraiment la providence.
Un jour, elle rencontre une autre dame. C'est la dame là alors elle était l'amie de la première femme. Donc, c'est la troisième femme qui est en train de raconter. Elle dit qu'elle avait rencontré l'amie de la première femme qui lui avait alors dit que ma chérie, lui avait raconté la même chose. La première fois, on avait dit qu'elle avait le cancer au niveau de l'utérus. On avait retiré son utérus, patati patata. Puis, elle a eu apparemment une infection et tout ça. Elle est décédée. Et l'amie de la première femme disait alors que, en fait, la première femme était décédée. Pourquoi? Parce qu'elle était allée demander chez les Sanoussi, n'est-ce pas? Donc, chez les Ngangans, d'Afrique du Sud. On lui avait dit que, oh, mamie, oh, tu n'avais rien à l'utérus. Oh. Ton gars, là, il est dans une secte où ils utilisent l'utérus des femmes. Oh. Donc, quand ils prennent seulement les femmes fertiles, ils ne prennent pas les femmes stériles, ils prennent les femmes fertiles parce que quand ils prennent ton utérus, là, ils savent, ils voient déjà dans leur truc là que non, tu peux avoir peut-être, tu peux même faire 20 enfants, tu peux même faire 10 enfants. Quand ils prennent ton utérus, ils prennent avec tous les enfants là, toute leur chance et tout ça. C'est ce qu'ils t'ont fait, oh, c'est ce qu'ils t'ont fait. C'était trop tard. Donc, apparemment, la première femme avait décédé. Bon, elle n'avait pas dit que la femme avait été tuée. C'est moi qui pense que peut-être elle avait été tuée parce qu'elle avait découvert, mais c'était la seule des femmes qui était morte. Donc, la troisième femme dit alors que quand elle avait alors su ça, elle avait failli seulement se tuer. Parce qu'elle se rend compte qu'elle pouvait faire des enfants et tout ça. Le gars lui avait retiré l'utérus. Il savait que c'était pour leur pratique. Et le médecin là même, c'était carrément une chaîne de complices. Une chaîne de complices à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et donc, quand elle avait alors su ça, elle s'était rapprochée de sa famille. Sa famille avait seulement couru au village dans leur clan avec elle. On lui avait fait toutes sortes de trucs, de lavage, de machin et tout ça. Et quand elle était arrivée, elle dit qu'on lui avait fait des trucs, qu'on avait dit qu'elle ne peut pas se battre contre l'homme là parce que même physiquement, il peut la boler. Il est tellement connecté que ce n'est plus bon. C'est une très grande secte et puissante là-bas. Ils ont alors dit que non, il va seulement te chasser seul. Il va te chasser seul. Et effectivement, quand elle était rentrée, le gars, il était déjà devenu nerveux et tout ça. Donc, il savait ce qu'elle était allée faire et tout. Il avait demandé le divorce et il lui a donné une bonne somme d'argent pour aller recommencer. Elle était allée dire alors les Sanoussi, là, il avait dit que non, prends l'argent, tu investis, il n'y a pas de problème. Tu peux même prendre un enfant que tu veux élever comme le tien et tout ça. Et c'est ce qu'elle avait fait. Donc, la famille, la jeune Andile dit que c'est en fait ce qu'elle avait, ce que la femme lui avait devant sa tante et tout ça. Donc, sa tante était déjà en train de faire les marches guerrières dans son salon en écoutant ce miracle. Quand la femme avait alors terminé, elle ne savait pas quoi faire. En fait, c'est alors sa tante et donc sa mère et son père, non, sa mère et son père, ceux qui l'ont élevé, sa tante et son oncle, qui l'avaient alors amené, eux, ils l'avaient plutôt amené chez... Il paraît qu'il y avait un Nigérien traditionnaliste, un Nigérien qui faisait les médicaments, les machins, ça pour les Nigériens qui sont là-bas en Afrique du Sud. Toujours, je crois que tu vois un praticien nigérien là-bas. Il avait plutôt amené là-bas. Le monsieur, apparemment, était très bon voyant. Il avait expliqué que oui, que si tu pars pour l'opération, tu perds ton utérus. Mais maintenant, si tu décides de ne pas donner ton utérus, il faut que tu partes du pays. Je vais te faire des trucs et tout ça, tu seras invisible à leurs yeux. Ils ne pourront pas t'atteindre, ils ne pourront pas te voir. Mais il faut qu'il y ait un certain temps que tu ne dois pas rentrer en Afrique du Sud. Elle avait alors accepté de le faire. Et avec l'aide de son oncle, et elle avait aussi de l'argent de côté, heureusement, donc elle avait discrètement retiré l'argent là. Elle avait fui le pays. Elle dit qu'elle était allée dans un pays africain où elle a vécu là-bas pendant un certain temps sans avoir d'amis, rien, parce qu'elle ne savait pas du tout comment est-ce que son mari ce qu'il pouvait faire pour la retrouver. Et plus tard, c'est la tante qui avait dit, le mari était même venu, il avait mis l'oncle en prison. Il avait dit que tant que la tante ne revient pas, le gars va mourir en prison. Mais la tante aussi n'était pas petite, donc ils avaient fait des trucs et tout ça. Ils ont vu, le gouvernement avait vu que non, comment ça s'appelle ça? La police avait vu que non, elle était elle-même partie, elle était partie du pays. Donc cherche plutôt ta femme, tu règles avec elle, l'oncle n'a rien à voir. Finalement, on avait retiré l'oncle de la prison. Le mari, après, ça n'avait pas fait 1 an, il était décédé. Donc apparemment, il n'avait pas respecté, je ne sais pas trop, parce que il n'y a eu aucun renseignement par rapport à la secte, à part le fait qu'ils avaient besoin de l'utérus des femmes. Donc, la famille a dit que c'est après la mort de son mari et tout ça. Elle dit qu'elle a même d'abord changé d'identité et tout. Elle est revenue en Afrique du Sud, dans le soleil, elle est allée dans une autre province.
Elle a commencé à vivre là et tout ça. Elle voyait sa tante en cachette parce qu'elle se disait que peut-être que les membres de la secte là pouvaient toujours être après son utérus. Elle dit que ça avait vraiment été très, très, très dur. Après là, elle est partie aux États-Unis. Donc la famille passait une bonne journée. C'était long. Je suis vraiment désolée. Elle a raconté tellement de choses. J'ai essayé de couper au maximum sans pour autant dénaturer l'histoire. Donc merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou DMG, bonsoir à toute la famille DMG, bonjour pour ceux qui vont écouter l'histoire peut-être le matin. Et DMG, je tenais déjà à vous dire merci pour ce que vous faites, merci beaucoup, 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 beaucoup. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre équipe aussi. Et merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui envoient des histoires et autres. Moi, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas envoyé d'histoire. Mais aujourd'hui, je passais par là parce que hier, c'est vrai, je n'envoie pas d'histoire, mais j'écoute tout le temps les histoires, même lorsque je suis en cuisine. Et hier, j'étais en train d'écouter une histoire d'une jeune demoiselle, d'une jeune dame qui parlait du fait qu'il fallait que chacun de nous prie avant de sortir de chez soi, de chez lui. Et c'est une histoire, une toute petite histoire que je voulais raconter. C'est pas vraiment une histoire mystique. Bon, une histoire mystique où je ne sais pas comment est-ce que je vais l'identifier, mais chacun de nous va tirer son histoire. Mais c'est une petite histoire. DMG, moi j'ai tendance à prier à tout le temps chaque matin avant de sortir de ma maison parce que je suis en Europe, donc je suis étudiante mais en alternance dans le domaine de la santé. Donc avant de sortir de chez moi tous les matins, je prie, même lorsque c'est vrai, je prie, je laisse le chapelet couler lorsque je suis occupée et autres, je suis en train de me préparer. Et les matins, chaque matin avant de sortir, je fais ma petite prière, je fais mon psaume 23, je le récite parce que je l'ai en cœur. Je le récite et autres et je te signe de m'accompagner, d'être devant mon chez bon, comme toute bonne chrétienne. Donc aujourd'hui, par exemple, j'avais quitté l'école, je suis arrivée dans ma ville et j'ai tendance à prendre le bus à un arrêt. Vous voyez, l'arrêt en question, c'est un arrêt normal comme tous les arrêts de l'Europe ici. Donc je t'ai arrêté là et il y avait un truc qui m'était venu en tête. Que l'an dernier, j'étais avec mes neveux à un arrêt de bus aussi et dès que mes neveux, moi, nous avons quitté l'arrêt, le chauffeur de bus a percuté le langage de l'arrêt. Donc, si nous étions là, on aurait parlé de nous au passé, vous voyez. Donc aujourd'hui, je t'arrête encore à l'arrêt aujourd'hui et mon idée est partie sur ce truc et je t'ai arrêté, je disais, mais et si, tel que je suis arrêté, que le bus vient, que le bus me cogne, que je meurs. Ma famille, je suis seule en Europe ici. Qu'est-ce que ma famille va passer? Qu'est-ce que ma maman, surtout ma mère? Donc, quelque chose me dit, quitte l'arrêt, pousse. Je me mets de côté, je pousse, je vais un peu loin. Je quitte même l'hangar de l'arrêt, je me mets un peu loin, je vais un peu devant. Parce qu'il y a une banque qui est là, donc je me mets devant la banque. Et d'un coup, mon bus arrive. Et après ça, il y a un deuxième bus qui vient par derrière. Donc moi, je me mets devant en train d'aller vers mon bus. Et il y avait une dame qui était derrière moi qui voulait aussi monter dans le même bus que moi. Et d'un jour, je ne sais pas par quelle magie, le bus qui était derrière est monté sur, je ne sais pas quoi, sur le truc et a percuté. C'est-à-dire il est monté, lorsqu'il est monté, moi, c'est comme si quelque chose me dit, regarde derrière. Et lorsque je regarde derrière, je quitte là automatiquement. Dès que je quitte là, la femme qui était derrière moi, elle s'est fait percuter par le bus DMG. Elle s'est fait percuter par le bus. C'est vrai, elle n'a pas été blessée grave, mais j'étais tellement dépassée. Je dis, Seigneur, tu viens de me sortir de quelque chose. Et je disais, attends, mais ma petite voix m'en avait parlé. Et je passais juste par là pour encore dire à la famille DMG, nous sommes en fin d'année. Avant de sortir de chez vous, prenez la peine de prier. Parce que vraiment, même en Afrique comme en Europe, on est exposé à tout. Il faudrait que chacun de nous, que tu sois chrétien ou musulman, avant de sortir de chez toi les matins, prends la peine de prier, dis au Seigneur de confier ta journée au Seigneur. Et d'écouter toujours sa petite voix, parce que la petite voix, elle a toujours raison. Donc DMG, c'est un peu la petite histoire que je voudrais partager avec vous et dire à la famille DMG de toujours prier, de toujours confier nos journées au Seigneur et puis commenter, liker, partager, puis portez-vous bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezo a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.